Eli Cartwright a arraché l'enfant des mains du chef de gare, a repoussé l'homme de 2 pas et s'est laissé tomber à genoux dans la neige. La jeune fille de 13 ans gisait, recroquevillée sur le quai. Un garçon silencieux était blotti contre elle. Un bébé devenait bleu dans ses bras. Le nourrisson ne respirait plus. Eli a ouvert son manteau en peau de mouton, a pressé le bébé contre sa poitrine nue et l'a enveloppé à l'intérieur. Respire, a-t-il murmuré. Bon sang, respire. Le bébé a eu un hoquet, et Eli Cartwright, qui n'avait pas tenu d'enfant depuis qu'il avait enterré son propre fils il y a 4 ans, a prononcé les mots qui allaient tout lui coûter. Ils sont à moi maintenant. Tous les trois. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, suivez-la jusqu'à la fin, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adorerais voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, commençons. Le bébé a cessé de respirer durant la nuit la plus froide que Clara Whitfield ait jamais connue. Elle l'a senti à travers ses doigts. Une seconde, la petite poitrine de Lily se soulevait et s'abaissait vite, faiblement, anormalement. La seconde d'après, plus rien, juste l'immobilité là où la vie aurait dû être. Lily. Clara a secoué le paquet de linge. Ses mains étaient si engourdies qu'elle ne sentait pas la couverture. Elle ne sentait rien, sauf l'absence de mouvement. Lily, allez, allez, mon bébé. Sam s'est serré plus fort contre elle. 7 ans, il n'avait pas dit un mot depuis 2 mois. Pas depuis qu'il avait vu leur père disparaître sous 1 000 tonnes de roches dans la mine de Belmont. Mais sa main a trouvé la manche du manteau de Clara et a tiré fort. C'était urgent. « Va bien, Sam. » Le mensonge avait un goût de cuivre. Elle dort, c'est tout. Les yeux de Sam disaient qu'il savait. Sombre, trop vieux pour son visage, fixe comme la pierre. Il ne la croyait pas, mais il n'a pas lâché sa manche non plus. Nommez votre tuteur, le chef de gare, Aram Polk, se tenait au-dessus d'eux, les bras croisés, un registre sous le bras. Ses bottes étaient propres, cirées. Clara fixait ses bottes, car lever les yeux signifiait voir son visage. Et son visage rendait tout cela réel. Et la réalité, c'était qu'ils étaient seuls sur un quai gelé du territoire du Montana, avec un père mort, une mère morte, et un bébé qui était peut-être en train de mourir dans ses bras. Je ne peux pas enregistrer votre arrivée sans un tuteur, ma petite. C'est la loi du territoire. Notre papa devait nous retrouver. La mâchoire de Clara tremblait si fort que les mots se brisaient. Il a écrit une lettre. Il disait qu'il serait à cette gare. La bouche de Polk s'est ouverte, puis refermée. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Il a regardé Lily, puis les mains nues de Sam, rouges et gercées par le froid. Sa gorge s'est contractée, comme s'il avalait quelque chose qui ne voulait pas passer. Puis il a secoué la tête. « Je ne peux pas vous aider sans un nom sur le formulaire. C'est la règle. Alors enfreignez la règle. » Clara a entendu sa propre voix, fine et aiguë. Elle a 8 mois. Elle ne respire pas bien. « S'il vous plaît, ton père est mort, ma petite. » La voix a traversé le quai comme une gifle. Delia Hawkins se tenait près du poêle ventru. 3 autres femmes l'entouraient. Elles avaient toutes chaud et elles regardaient toutes. « Quoi? » a murmuré Clara. Joseph Whitfield. Effondrement de la mine de Belmont, le 12 novembre. Delia a rajusté son châle. Le télégramme est arrivé la semaine dernière. Ton père est sous terre depuis 6 semaines déjà. Les genoux de Clara ont heurté le quai. Elle ne se souvenait pas d'être tombée. Soudain, elle était simplement à terre. Et Sam lui tenait le bras à 2 mains. Et Lily était un poids de froid contre sa poitrine. Elle l'avait su. Que Dieu lui vienne en aide. Elle l'avait su depuis que maman était morte sur la piste, toussant du sang dans un chiffon et murmurant « Prends soin d'eux, Clara. Prends soin de ton frère et de ta sœur. » Elle l'avait su parce que les lettres avaient cessé, et l'argent aussi. Et le silence qui venait du Montana était le genre de silence qui signifie « pour toujours ». Mais l'entendre à voix haute dans la bouche d'une inconnue, sur un quai gelé où personne ne voulait la regarder. « Ce n'est pas vrai, » a dit Clara. Mais sa voix était déjà partie, déjà brisée. Delia s'est approchée, non pas pour aider, mais pour examiner. « Et ce bébé ?» a-t-elle dit en montrant Lily. Pas d'acte de naissance, pas de certificat de baptême. La mère est morte sur la piste avant de pouvoir remplir le moindre papier. Elle a regardé les femmes à côté d'elle.
L'enfant n'a même pas de nom légal. Les chuchotements ont commencé. Clara les a entendus se propager dans la foule comme un feu dans des broussailles sèches. Probablement pas mariés dans les règles. Trop orphelins, personne pour les réclamer. C'est dommage, mais que peut-on y faire? Le train des orphelins passe dans 3 semaines. Clara a serré Lily plus fort contre sa poitrine. Les lèvres du bébé étaient grises maintenant. Un gris qui virait au bleu. Elle a approché sa bouche de l'oreille de Lily et a murmuré. « J'essaie, maman, j'essaie. » Sam s'est levé. Il s'est placé devant Clara, mettant son petit corps entre ses sœurs et la foule. Son menton tremblait. Ses mains étaient serrées en poing. Il ne pouvait pas parler, mais ses yeux foudroyaient chaque visage qui se détournait. Personne n'a croisé son regard. 3 semaines. La voix de Polk était devenue neutre, professionnelle, un homme se cachant derrière son registre. Le train des orphelins vous prendra tous les 3. D'ici là, je ne peux pas. Elle sera morte dans 3 heures. La voix de Clara est revenue, rauque, forte, choquante même pour elle. Vous m'entendez? Ce bébé va mourir sur votre quai et vous l'écrirez dans votre registre. Vous rentrerez chez vous pour votre dîner chaud et vous n'en perdrez pas 1 minute de sommeil. Silence. Le visage de Polk est devenu rouge. Les femmes près du poêle ont cessé de chuchoter. Même la locomotive du train a semblé se taire. Mais maintenant, écoutez-moi bien, ma petite, a commencé Polk. Elle a raison. Une voix d'homme, passée, rauque, comme des bottes sur du gravier. Elle venait de derrière la foule, du bord sombre du quai où la lumière de la lanterne n'arrivait pas. Sam l'a vu le premier. La tête du garçon s'est tournée avant que quiconque ne bouge. Ses yeux se sont fixés sur quelque chose dans l'ombre. Ses poings se sont desserrés. Ses lèvres se sont à peine entr'ouvertes. La chose la plus proche d'une expression que Sam Whitfield avait montrée en 2 mois. Eli Cartwright a traversé la foule comme une rivière creuse la roche. Lent, régulier, inévitable. Les gens s'écartaient sans qu'on le leur demande. Pas parce qu'il était grand, même s'il l'était. Pas parce qu'il était large d'épaules, même s'il l'était aussi. Il s'écartait parce que quelque chose dans sa démarche disait qu'il passerait à travers eux s'il ne bougeait pas. Ses bottes avaient des boucles en forme d'étoiles argentées qui captaient la lumière de la lanterne. Son manteau en peau de mouton était ouvert malgré le froid, et ses yeux, gris, enfoncés, marqués par la perte, se sont posés directement sur le bébé dans les bras de Clara. Il s'est accroupi devant elle, lentement, ses genoux protestants. Il n'a pas touché les enfants, il a juste regardé. Depuis combien de temps ne respire-t-elle plus correctement? Sa voix était basse, destinée uniquement à Clara. Je ne sais pas, quelques minutes. Elle tremblait, et puis elle s'est arrêtée et je ne peux pas. La gorge de Clara s'est nouée. Je ne la sens plus. Ellie a mis la main dans son manteau, l'a ouvert et a tendu les bras. Donnez-la-moi. Qui êtes-vous? Peu importe. Donnez-moi le bébé, maintenant. Clara ne savait pas pourquoi elle l'a fait. Chaque instinct qu'elle avait appris en 13 ans de vie difficile lui disait « Ne fais pas confiance aux inconnus. Ne donne pas ta sœur. Ne lâche pas. » Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme, quelque chose de brisé, de réparé et de brisé à nouveau. Elle a placé Lily dans ses bras. Eli a pressé le bébé contre sa poitrine nue, peau contre peau, et a enroulé son manteau autour d'elle comme un cocon. Sa main couvrait tout le dos de Lily. Il l'a tenue là, la mâchoire serrée, attendant. « Y aller, a-t-il murmuré. « Allez, ma petite. 5 secondes. 10. » Clara comptait ses propres battements de cœur, parce que compter était quelque chose à faire à part prier. Lily a eu un hoquet, une respiration saccadée, faible. Le son d'un bébé qui se raccroche à la vie, revenant de là où vont les bébés quand le froid les emporte. Puis une autre, et encore une autre. Les jambes de Clara ont complètement lâché. Elle s'est assise lourdement sur la glace. Sam a attrapé son épaule, se tenant à elle. « Elle respire, » a dit Ellie. Clara ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait que hocher la tête. Les larmes sont venues alors, chaudes sur ses joues gelées, gelant avant d'atteindre sa mâchoire. « Attendez 1 minute. » Polk s'est avancé, son registre levé comme un bouclier. « Vous ne pouvez pas simplement prendre la garde de... Regardez-moi faire. Il y a des procédures, Ashford, des papiers à remplir. Le tuteur doit être... » J'ai dit, « Regardez-moi faire. » Ellie s'est levée.
Lily toujours pressée contre sa poitrine. Il a regardé Polk comme un homme regarde un piquet de clôture sur son chemin. Ce bébé a failli mourir sur votre quai parce que vous étiez trop occupé avec votre satané registre pour laisser 3 enfants s'asseoir près d'un poêle. Ce n'est pas juste, je suivais les règles. La voix d'Ellie s'est faite plus basse. Vous suiviez les règles pendant que les lèvres d'un bébé devenaient bleues. C'est bien ça, Hiram? La bouche de Polk a bougé. Aucun son n'en est sorti, monsieur. Clara s'est relevée. Sam l'a aidé, les 2 mains sur son bras. Monsieur, s'il vous plaît, notre frère, il ne parle pas. Et je ne peux plus la porter. Mes bras. Comment t'appelles-tu? Clara. Clara Whitfield. Lui, c'est Sam et le bébé, c'est Lily. Maman l'a appelé Lily avant de... Clara s'est arrêtée, a dégluti, avant. Eli a regardé Sam. Le garçon l'a dévisagé en retour. Quelque chose est passé entre eux. Clara n'a pas compris, mais la prise de fer de Sam sur sa manche s'est desserrée. Juste un peu. Juste assez, Clara. La voix d'Eli a changé, plus douce maintenant. Le gravier s'est adouci en quelque chose de presque tendre. J'ai un ranch à 7 miles d'ici. Une maison chaude, un repas chaud, une femme nommée Agnes qui s'occupera de ce bébé jusqu'à ce qu'elle soit grassouillette et qu'elle crie. Pourquoi? Clara n'a pas pu s'en empêcher. La question est sortie comme un réflexe. Pourquoi feriez-vous ça? Eli n'a pas répondu tout de suite. Sa main s'est portée à sa poitrine, a touché quelque chose sous sa chemise. Une bague sur une chaîne, bien que Clara ne puisse pas la voir. Sa mâchoire s'est crispée, s'est relâchée. J'avais une famille un jour, a-t-il dit. Je les ai perdus. 3 mots. Mais Clara a entendu la tombe sous ces mots. La terre, le froid et le silence permanent. Ses enfants ont de la famille de sang. La voix de Delia a fusé depuis le poêle. Tranchante. Sûr d'elle, Vernon Whitfield, leur oncle, il a demandé après eux. Le sang de Clara s'est glacé. Plus froid que le quai. Plus froid que tout ce que le Montana pouvait lui infliger. Oncle Vernon, a-t-elle murmuré. Le frère de votre père, il vit ici même à Silver Ridge. Un homme respectable. Il a un droit légal. Non. La voix de Clara tremblait. Non, vous ne pouvez pas nous envoyer chez lui. Eli l'a regardé, a vu quelque chose sur son visage qui a rendu sa mâchoire dure comme du fer. « Pourquoi pas, mon enfant? » a demandé Polk. La main de Clara s'est portée à son bras gauche, un geste protecteur inconscient. Sam a tressailli au nom de Vernon. La première réaction visible du garçon depuis des semaines. Eli a vu les 2 réactions. « Ils viennent avec moi, a-t-il dit. Pas de discussion, pas de condition. Tous les 3. Ashford? Je vous préviens, la voix de Polk s'est tendue. Vernon Whitfield est de la famille. La loi dit beaucoup de choses, Hiram. La loi dit aussi que vous ne pouvez pas mettre des enfants dehors dans un blizzard. Et pourtant, nous y voilà. Eli s'est avancé. Polk a reculé. Automatiquement, remplissez les papiers que vous voulez. Envoyez qui vous voulez. Ces enfants seront dans mon ranch, au chaud, nourris, et ils respireront. Il s'est tourné vers Clara. Sais-tu monter à cheval? Oui, monsieur. Et Sam? Clara a regardé son frère. Sam a hoché la tête une fois. Fermement. Bien. Mon cheval est devant, un grand bail. Il s'appelle Sergeant. Il nous portera tous les 4 si on lui demande gentiment. Clara a rassemblé ses dernières forces, a pris la main de Sam, a suivi Eli Cartwright hors de ce quai sans jeter un regard en arrière. Elle a entendu la voix de Delia derrière eux, assez forte pour être entendue. Croyez-moi sur parole, un riche veuf ne recueille pas 3 orphelins par charité. Cet homme a des intentions cachées. Clara s'est raidie. Eli n'a pas ralenti. Et quelqu'un devrait le dire à Vernon, a ajouté Delia plus fort, avant que ça n'aille plus loin. Le froid les a frappés comme un mur à l'extérieur de la gare. Les poumons de Clara se sont bloqués. Sam s'est serré contre elle, tremblant si fort qu'elle pouvait sentir ses os s'entrechoquer. Eli a d'abord aidé Clara à monter sur Sergeant, puis a soulevé Sam derrière elle. Le garçon s'est raidi au contact, puis lentement, ses petits bras ont entouré la taille de Clara. Eli est monté en dernier, Lily toujours blottie contre sa poitrine, un bras autour des 2 enfants, l'autre tenant les rênes. Son manteau était assez grand pour les envelopper tous. La peau de mouton et la fourrure étaient chaudes de la chaleur de son corps. « Tenez-vous bien, a-t-il dit. La route est mauvaise dans le noir. » Ils ont chevauché.
Le visage de Clara était pressé contre le manteau d'Eli. Elle pouvait sentir l'odeur du cuir et de la fumée de bois, et quelque chose d'autre. Du café peut-être, ou juste de la chaleur. Une odeur qu'elle n'avait pas connue depuis la cuisine de maman, dans le Missouri. Avant la mine, avant la piste, avant que tout ne s'effondre. Les bras de Sam se sont resserrés autour de sa taille, se tenant à elle. Toujours silencieux, mais il se tenait à elle. Monsieur Cartwright. La voix de Clara était étouffée par la peau de mouton. Eli. Eli. Cette femme a dit que nous avons un oncle ici. Vernon. Silence. Les sabots du cheval crissaient dans la boue gelée. Vous le connaissez, a insisté Clara. Je le connais. Et une autre pause, plus longue. Clara a senti la poitrine d'Eli se gonfler d'une respiration qu'il ne voulait pas prendre. Et je sais pourquoi ton frère a tressailli quand il a entendu ce nom. La gorge de Clara s'est nouée. Elle n'a rien demandé d'autre. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être dites. Elles vivent dans le corps, dans la façon dont les bras de Sam se resserraient chaque fois que quelqu'un disait « Oncle Vernon », dans la cicatrice sur le bras gauche de Clara, celle qui, disait-elle aux gens, venait d'une clôture. Ils ont chevauché en silence après ça. 7 miles d'obscurité glaciale. La respiration de Lily s'est régularisée contre la poitrine d'Eli. Chaque petite inspiration était une chaleur minuscule contre sa peau. La main du bébé s'est enroulée autour du col de sa chemise, s'agrippant avec la force féroce et inconsciente de quelque chose de vivant qui avait l'intention de le rester. Eli l'a senti et sa gorge s'est serrée. 4 ans depuis Thomas, 4 ans qu'il n'avait pas senti de petits doigts s'agripper à sa chemise. 4 ans depuis que Catherine l'avait regardé de l'autre côté du lit de leur fils et avait dit « Son état s'aggrave, Ellie ». Et il avait répondu « Je sais ». Et c'était la dernière chose honnête qu'ils aient partagée avant que le choléra ne les emporte tous les deux, le laissant seul dans une maison vide avec un cercueil d'enfants qu'il avait construit de ses propres mains. Il s'était juré de ne plus jamais, il l'avait juré à Dieu, à la tombe et aux 4 murs de sa maison. Mais les doigts de ce bébé tenaient son col comme s'ils avaient trouvé quelque chose qui valait la peine d'être gardé. Et le garçon derrière lui n'avait pas parlé depuis 2 mois, mais s'était placé devant ses sœurs comme un soldat. Et la fille, cette jeune fille de 13 ans, portait le poids de 2 enfants, d'une mère morte et d'un père mort, et d'un nom qu'elle était trop fière pour laisser quiconque prendre en pitié. Eli a touché la bague sous sa chemise, la bague de Catherine. Il pouvait presque entendre sa voix. N'ose pas passer à côté de ses enfants, Eli Cartwright. Presque arrivé, a-t-il dit. La maison du ranch est apparue dans l'obscurité, de la lumière aux fenêtres, de la fumée s'élevant de la cheminée. Agnes Fairchild a dû entendre le cheval, car la porte d'entrée s'est ouverte avant qu'Eli ne descende, et elle était là, 60 ans, cheveux gris, les bras déjà tendus. Elle a jeté un regard aux enfants et son visage a changé. « Oh, Seigneur! » Elle est sortie sur le porche. « Oh, Seigneur, faites-les entrer. Faites-les entrer maintenant. » Clara a franchi le seuil en titubant. La chaleur l'a frappée comme une chose vivante. Elle a vacillé, les yeux larmoyants, ses jambes soudainement faites d'eau. Sam a de nouveau attrapé son bras, la rattrapant toujours. « Assieds-la ici. » Agnès a montré le fauteuil à bascule près du feu. Le bois était usé, poli par des années d'utilisation. Le bébé, d'abord, laisse-moi voir. Clara a déposé Lily dans les bras d'Agnès. La vieille femme a déballé les couvertures avec des mains qui savaient exactement ce qu'elle faisait. A vérifié la couleur du bébé, sa respiration, la température de sa peau, froide mais stable. Elle a besoin d'être réchauffée lentement. Le peau contre peau est le mieux. Agnès a regardé Clara. « Peux-tu la tenir contre ta poitrine à l'intérieur de ta chemise? »« Oui, madame. » Bonne fille, Agnès a rendu Lily, se dirigeant déjà vers la cuisine. « Du lait chaud dans 2 minutes. Ne la laisse pas boire trop vite. » Clara s'est installée dans le fauteuil à bascule. Lily s'est agitée contre sa peau, sa bouche cherchant, fouillant. Les mains du bébé étaient encore froides, mais sa respiration était régulière, normale, réelle. Sam se tenait au milieu de la pièce, les bras le long du corps, fixant le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux sombres. Il avait l'air perdu. Un garçon debout dans une pièce chaude qui sentait encore le froid. Ellie est apparue avec des couvertures, les a posées sur le bras du fauteuil. Ses yeux ont balayé les 3 enfants, vérifiant,
cataloguant comme un éleveur compte son bétail après une tempête. Les chambres d'amis sont à l'étage, a-t-il dit. 2 lits. Agnes installera un lit de camp pour Sam. Merci, monsieur. La voix de Clara s'est brisée. De nous avoir aidés. Vous n'étiez pas obligé. Ellie a fait une pause. Sa main s'est de nouveau portée à la bague sous sa chemise. Ce geste inconscient, celui que Clara apprendrait à reconnaître comme l'endroit où vivait son chagrin. Ce berceau, a-t-il dit. Il a montré un petit berceau en bois qu'Agnès sortait d'une pièce du fond. Je l'ai construit pour mon fils, Thomas. Il est mort dedans. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai failli le brûler après, a continué Eli, la voix rauque. Agnès ne m'a pas laissé faire. Elle a dit que quelqu'un pourrait en avoir besoin un jour. Il a regardé Lily, petite et respirant dans les bras de Clara. Je suppose qu'elle avait raison. Il a quitté la pièce, ses pas lourds sur les escaliers, puis au-dessus, puis silencieux. Agnès a placé le berceau près du feu, a passé sa main sur la balustrade. Doucement, comme on touche quelque chose qui contient à la fois l'amour et la perte. Il n'a pas parlé de Thomas depuis 3 ans, a dit Agnès doucement. À personne, pas une seule fois. Elle a regardé Clara. Quoi que tu aies fait, mon enfant, tu as fait sauter un verrou chez Skatum. Clara n'avait rien fait. Pas une seule chose, à part s'effondrer sur un quai avec un bébé mourant, un frère silencieux et nulle part où aller. Mais peut-être que c'était suffisant. Peut-être qu'être brisé au bon endroit, au bon moment, était une sorte de clé. Sam a alors bougé, a traversé la pièce jusqu'au berceau, l'a touché d'un doigt, traçant la balustrade sculptée. Ses lèvres ont bougé, sans un son. Clara l'a regardé, le cœur serré. Puis il a levé les yeux vers elle et pour la première fois en 2 mois, quelque chose a changé dans son regard. Pas des mots, pas encore, mais l'espace où les mots pourraient revivre si quelqu'un leur laissait de la place. Lily a fini son lait chaud. Ses yeux se sont fermés. Clara l'a déposé dans le berceau de Thomas Cartwright, a bordé les couvertures autour d'elle et a regardé sa sœur respirer. Dehors, le vent s'est levé. La neige est tombée plus fort. Et quelque part à Silver Ridge, un homme nommé Cooper a fini son whisky, a mis son chapeau et s'est dirigé vers le saloon où Vernon Whitfield avait l'habitude de passer ses soirées. Des nouvelles comme celle-ci, se dit-il, valaient au moins 2 $ d'argent. Cooper les a vendues avant le lever du soleil. Clara le savait parce qu'elle a entendu le cheval. Elle était réveillée depuis des heures, assise dans le fauteuil à bascule avec Lily contre sa poitrine, écoutant la maison respirer. Le vieux bois qui craquait dans le froid, le feu qui crépitait doucement. Agnès qui ronflait doucement dans la pièce du fond. Sam était enroulé sur le sol à côté du berceau, refusant le lit de camp, dormant avec une main touchant la balustrade en bois, comme s'il avait besoin de la preuve que le bébé était toujours là. Le cheval est arrivé vite, du nord. Des sabots sur le sol gelé, puis des voix dans la cour. Clara ne pouvait pas se distinguer les mots, mais elle a reconnu le ton. Urgent, transactionnel, le genre de conversation qui a lieu quand quelqu'un achète quelque chose qu'il ne devrait pas. Puis le silence, puis un seul cheval s'éloignant vers la ville. Les bas de Daly ont résonné dans les escaliers 10 minutes plus tard. Il est descendu déjà habillé, manteau sur le dos, chapeau à la main. Ses yeux ont trouvé Clara dans l'obscurité. « Tu as entendu? »« Oui, monsieur. Cooper a parlé à ton oncle. » La voix d'Eli ne montrait aucune surprise, juste la certitude plate d'un homme confirmant ce qu'il savait déjà. « Probablement depuis le jour où je vous ai ramené. Que va faire Vernon? » Eli a enfilé ses gants, chaque doigt délibérément. Il viendra ici aujourd'hui, demain. Il apportera des papiers, il parlera de sang, de loi et de droit. Et puis nous verrons. Eli s'est dirigé vers la porte, a fait une pause. Clara, ton frère a tressailli quand il a entendu le nom de Vernon à la gare. Tu as touché ton bras. La main de Clara s'est portée à son avant-bras gauche automatiquement. Elle l'a arrêté, l'a forcé à revenir sur ses genoux. Je n'ai pas besoin de savoir, a dit Eli doucement. Pas encore, pas avant que tu sois prête. Mais j'ai besoin de savoir une chose. Cet homme est-il dangereux? Clara a regardé Sam, qui dormait toujours par terre. Sa chemise était remontée. Même à la lueur du feu, elle pouvait voir les marques sur ses côtes, des bleus jaunis, anciens, qui avaient été récents un jour. Oui, a-t-elle dit. La mâchoire d'Eli s'est refermée comme un piège. Il a mis son chapeau, a touché le bord et est sorti dans le froid.
Agnes est apparue de la pièce du fond, les cheveux gris défaits, son châle bien enroulé. Elle a regardé Clara, a regardé Sam par terre et regardé la porte vide où Ellie s'était tenue. Il va faire une bêtise, a dit Agnes. Comme quoi? Comme ce que fait un homme quand on lui dit que des enfants ont été blessés. Agnès s'est dirigée vers le poêle et commençait à attiser le feu. La même chose qu'il aurait faite pour Thomas s'il avait eu quelqu'un à combattre. Nathaniel. Nathaniel, que Dieu ait son âme. Le garçon d'Élie, il est mort de maladie. Pas d'ennemi à frapper, pas de tort à réparer, juste une petite tombe et un homme qui ne savait pas soumettre sa rage. Elle a regardé Clara par-dessus son épaule. Maintenant, il a un endroit. Clara ne savait pas quoi répondre à ça. Elle a serré Lily plus fort et a regardé le feu grandir. Vernon est arrivé à midi. Clara a d'abord entendu le chariot, puis des voix, puis les pas d'Eli sur le porche. Lourd, délibéré. Le son d'un homme se plantant entre la porte et ceux qui allaient la franchir. Les enfants sont installés ici, Whitfield. Faites demi-tour maintenant. Ce n'est pas très amical. La voix de Vernon était douce, polie comme une pierre de rivière. Clara se souvenait de cette voix. Se souvenait l'avoir entendu dire « Chut maintenant, Samuel, sois un bon garçon ». Et le son qui avait suivi. « Je suis de la famille, Ashford, vous comprenez sûrement. Je comprends que vous vous êtes montré 3 semaines après la mort de leur père et pas un jour avant. Je suis venu dès que j'ai été informé. C'est drôle, Delia Hawkins avait le télégramme la semaine dernière. Vous buvez au Silver Dollar depuis novembre. » Silence. Clara s'est collée contre le mur à côté de la fenêtre. Sam est apparu à ses côtés, silencieux comme toujours. Mais sa main a trouvé la sienne et l'a serrée si fort que ses jointures ont craqué. « J'aimerais voir ma nièce et mon neveu. » La voix de Vernon s'était refroidie. Le vernis s'écaillait. Et le nourrisson. Je crois comprendre qu'il y a un bébé. Il y a un bébé sans nom légal, sans acte de naissance, sans certificat de baptême. Vernon a fait une pause. Clara pouvait imaginer son sourire. Elle l'avait déjà vu. Mince, calculé, l'expression d'un homme arrangeant des pièces sur un échiquier. C'est un problème, Ashford. Pour vous et pour moi. En quoi est-ce un problème pour vous? Parce que je suis nommé dans les papiers de succession de mon frère. J'ai des obligations légales envers les enfants de Joseph. Les enfants de Joseph sont au chaud, nourris et dorment. Il semble que ces obligations soient gérées par un étranger. La voix de Vernon s'est faite plus tranchante. Un homme sans lien de sang, sans statut légal, un homme qui, d'après ce que j'entends, doit 8 000 $ à la banque territoriale et pourrait trouver 3 orphelins avec une concession de terre bien pratique. L'estomac de Clara s'est noué. Elle a regardé Agnes. Le visage de la vieille femme était devenu pâle, les lèvres pincées. « C'est la rumeur qu'il va répandre », a murmuré Agnes. « C'est comme ça qu'il retournera la ville. » La porte d'entrée s'est ouverte. Eli s'est écarté. Vernon Whitfield est entré dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Clara l'a vu et son corps a réagi avant son esprit. Ses muscles se sont tendus, ses épaules se sont contractées. Son bras gauche s'est pressé contre son flanc. La main de Sam a écrasé la sienne. Vernon était plus petit qu'elle ne s'en souvenait, plus mince, mais ses yeux étaient les mêmes. Bleu pâle, vif, toujours en train de mesurer. Il portait un manteau de l'Est trop élégant pour le Montana, des bottes trop propres pour la saison de la boue. Une sacoche en cuir pendait à son côté. « Clara. » Il a souri. « Mon Dieu, mon enfant, tu as grandi. Combien de temps cela fait-il? » 2 ans. La voix de Clara est sortie, plate, morte. 2 ans. Bien trop longtemps. Les yeux de Vernon se sont posés sur Sam. Quelque chose a vacillé là. Et Samuel, silencieux comme toujours. Sam s'est pressé contre la hanche de Clara. Sa respiration était rapide et superficielle. « Vous faites peur au garçon », a dit Eli depuis l'embrasure de la porte. « Je suis son oncle. Je ne vois pas comment. » « J'ai dit que vous lui faites peur. Regardez-le. » Vernon a de nouveau jeté un coup d'œil à Sam. Le visage du garçon était blanc. Tout son corps tremblait. Pas de froid, de quelque chose de plus profond, quelque chose qui vivait dans ses os. « Les enfants sont sensibles après une perte, » a dit Vernon. Doucement, avec habitude. Ils ont besoin de stabilité familiale, pas de la charité d'un étranger. La charité. Ellie a croisé les bras. « C'est comme ça que vous appelez le fait de garder un bébé en vie? »
J'appelle ça temporaire. Gentil, certainement, mais temporaire. Vernon a posé sa sacoche sur la table, l'a ouverte, en a sorti des papiers. Je suis leur plus proche parent légal. La succession de leur père me nomme exécuteur testamentaire. Cela inclut la tutelle de ses enfants mineurs, tous les trois. La voix d'Ellie est devenue basse, dangereuse. Eh bien, les doigts de Vernon se sont arrêtés sur les papiers. C'est là la complication, n'est-ce pas? Les deux aînés ont des papiers, des actes de naissance, des certificats de baptême, des identités légales. Mais le nourrisson, il a haussé les épaules. Pas d'acte de naissance, pas de baptême, pas de nom légal sur aucun registre territorial. Aux yeux de la loi, elle n'existe pas. Les mots ont frappé Clara comme un poing. Elle a serré Lily plus fort. Le bébé s'est agité, a fait un petit bruit, s'est calmé. Elle existe, a dit Clara. Elle est juste là. Elle respire. Elle est vivante. Bien sûr qu'elle l'est, ma chérie. Le sourire de Vernon n'atteignait pas ses yeux, mais être vivant et être légal sont deux choses différentes dans le territoire du Montana. Sans document, je ne peux pas réclamer sa tutelle, et M. Ashford non plus, et personne d'autre. Alors qui lui arrive? Clara a entendu sa voix monter. Ne pouvait pas l'arrêter. Cela dépend des tribunaux. Le train des orphelins peut-être, ou une institution territoriale, à moins que quelqu'un ne puisse établir son identité par les voies appropriées. Vernon a regardé Eli. Le baptême serait la voie la plus simple. Un enfant baptisé a un statut légal, et en tant que son plus proche parent, c'est moi qui devrais consentir. Et si vous ne consentez pas, a demandé Eli. Le silence de Vernon était sa propre réponse. Clara a compris alors. A compris avec la clarté qui vient quand on grandit trop vite dans un monde qui ne se soucie pas des enfants. Vernon ne voulait pas de Lily. Vernon voulait un moyen de pression. Le consentement pour le baptême de Lily était une monnaie d'échange. Donnez-moi Clara et Sam et la concession de terre et peut-être que je laisserai le bébé avoir un nom. Vous prenez un bébé en otage, a dit Clara. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Clara, a commencé Vernon, vous ne la voulez pas. Vous ne voulez aucun de nous. Vous voulez la terre de papa. La voix de Clara tremblait mais tenait bon. Les 60 acres de Copper Ridge, c'est de ça qu'il s'agit. Le masque de Vernon a glissé une fraction de seconde, juste assez pour que Clara voie la colère en dessous. Puis il est revenu, lisse, sympathique et complètement faux. Ton père me devait de l'argent, Clara, des dettes de jeu, 400 $. Il m'a promis cette terre en remboursement. J'essaie simplement d'honorer. Papa ne jouait pas. Les dents de Clara se sont serrées. Papa travaillait 16 heures par jour dans une mine pour nous nourrir. Il n'avait pas d'argent pour jouer. Les enfants ne connaissent souvent pas toute la vérité sur la vie de leurs parents. Je vous connais, vous, a dit Clara. Je sais ce que vous avez fait à Sam. La pièce est devenue silencieuse. La respiration de Sam s'est arrêtée. Sa main dans celle de Clara est devenue rigide. Le visage de Vernon a changé. Pas de la colère, du calcul. Ses yeux se sont déplacés de Clara à Eli, à Agnes et sont revenus, évaluant les dégâts, mesurant l'exposition, décidant comment jouer cette partie. Les enfants disent des choses quand ils sont en deuil. La voix de Vernon était douce maintenant, paternelle, la voix qui donnait la chair de poule à Clara. La confusion est naturelle. Sam n'a pas parlé depuis des mois. Comment le sauriez-vous? Parce que j'étais là. Tout le corps de Clara tremblait. J'étais dans la pièce d'à côté. J'ai tout entendu. Clara, la voix d'Elie, calme, stable, ne l'arrêtant pas, lui faisant juste savoir qu'il était là. Vernon s'est redressé. Le prétexte de chaleur s'est évaporé. Ce qui restait était froid, net, efficace. C'est une affaire de famille, Ashford. Je vous saurais gré de ne pas vous en mêler. Ces enfants sont sous mon toit pour l'instant. Vernon a rassemblé ses papiers. Je reviendrai demain avec les documents appropriés. La loi est de mon côté. Le sang et le papier. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté à côté de Clara, s'est penché près d'elle. Sa voix est tombée à un murmure que seule elle ne pouvait entendre. Fais attention, ma nièce. Une fille de ton âge qui dit des choses sans preuve. Les gens pourraient penser que tu es perturbé. Le deuil fait faire des choses étranges aux enfants. Clara n'a pas bronché. Elle l'a regardé avec les yeux de sa mère, stable et féroce, et n'a rien dit.
Vernon est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Le son de son chariot s'est estompé dans le froid. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis Sam a bougé. Il a traversé la pièce jusqu'à la table où Vernon avait posé ses papiers. Sa petite main a touché la surface où la sacoche avait reposé. Il est resté là, tremblant, fixant le vide. Sam, Clara a tendu la main vers lui. Le garçon s'est retourné, sa bouche s'est ouverte, sa mâchoire a travaillé. Les muscles de sa gorge se sont tendus comme un homme essayant de soulever quelque chose de trop lourd. Le cœur de Clara s'est arrêté. « Méchant », a murmuré Sam. Sa voix était une ruine, craquelée et brisée par 2 mois de silence. Mais elle était là. Elle était réelle. Méchant homme. Agnes a couvert sa bouche de ses 2 mains. Eli est resté immobile comme une pierre. Méchant homme, a répété Sam plus fort, puis son visage s'est décomposé et il a couru vers Clara, a enfoui sa tête contre sa poitrine et a sangloté. De grands sanglots silencieux et haletants qui secouaient tout son corps, car même maintenant, même en se brisant, il ne pouvait pas produire les sons qui correspondaient à sa douleur. Clara l'a tenu, a tenu Lily dans un bras et Sam dans l'autre. 2 enfants, tout ce qu'elle avait, tout ce pourquoi elle se battait. Eli s'est approché de la fenêtre. Ses mains ont agrippé le rebord. Ses jointures sont devenues blanches. Quand il a parlé, sa voix était à peine humaine. Agnes, oui. Envoie un mot au Reverend Hargrove et à Josiah Calhoun à la forge. Dis-leur de venir ce soir. Dis-leur que nous devons parler de la loi. Quelle sorte de loi? Celle qui protège les enfants. Eli s'est détourné de la fenêtre. Son visage était taillé dans le granit. Et celle qui attrape les menteurs. Agnes était sortie en 3 minutes, montant le 2e cheval d'Eli en direction de la ville. Clara était assise dans le fauteuil à bascule. Sam s'était endormi contre son épaule, épuisé par les pleurs. Lily était un biberon, sa petite main agrippant le doigt de Clara avec la détermination féroce d'une créature qui avait déjà combattu la mort une fois et gagné. Eli faisait les 100 pas. Il le faisait silencieusement. Mais Clara sentait chaque pas à travers le plancher. D'avant en arrière, un homme essayant d'échapper à ses propres pensées. Monsieur Cartwright. Ellie. Clara a dégluti ce que Vernon a dit à propos de la terre de papa. A-t-elle de la valeur? Eli a arrêté de faire les 100 pas. Copper Ridge est sur une ligne de prospection minière, a dit Eli. L'expert territorial était passé l'automne dernier. Le bruit a couru qu'il pourrait y avoir des gisements de cuivre, peut-être d'argent. Personne n'en est sûr, mais les compagnies minières n'attendent pas la certitude. Elles achètent sur la rumeur. Les bras de Clara se sont resserrés autour de Lily. Combien? Si l'étude confirme, ça pourrait valoir 10, 20 000 $. La voix d'Eli était neutre. Plus que ton père n'en a jamais su, plus que Vernon ne devrait savoir. Mais il le sait, ce qui signifie que quelqu'un lui a dit. Et ça veut dire qu'il n'est pas ici pour la famille. Il est ici pour la terre. Il nous prendra pour avoir la terre. Il essaiera. Sam s'est agité contre l'épaule de Clara. Sa respiration s'était régularisée, le rythme profond d'un enfant qui s'était épuisé au-delà des rêves. Clara l'a déplacé doucement, berçant son poids contre elle. Eli, ce que j'ai dit sur Sam, sur Vernon, elle s'est arrêtée, recommencé. Si ça va au tribunal, ils demanderont des preuves. Sam peut à peine parler. J'étais dans la pièce d'à côté. Je n'ai pas vu. J'ai seulement entendu. Je sais. Alors, c'est ma parole contre la sienne. Une orpheline de 13 ans contre un homme adulte avec des papiers et un beau manteau. Je le sais aussi. Alors, commandons le combat. Eli est resté silencieux un long moment. Le feu s'est tassé, la respiration de Lily murmurait contre la poitrine de Clara. On le combat avec la vérité, a finalement dit Eli. De la même manière qu'on combat tout ce qui compte. On le met au feu et on voit ce qui tient. Clara n'a pas compris. Pas encore. Le révérend Thomas Hargrove est arrivé le premier, la neige poudrant son manteau, sa Bible nichée sous son bras. C'était un homme grand, mince, avec le genre de visage qui avait vu trop de souffrance pour prétendre l'ignorer. Ses yeux se sont posés directement sur les enfants. Ils sont restés. Agnes m'a tout raconté, a-t-il dit simplement. Tout. Josiah Calhoun est arrivé 20 minutes plus tard, son manteau de forgeron encore sur le dos,
sentant la fumée de charbon et le fer chaud. C'était l'homme le plus âgé de la pièce, 60 ans de vie dure gravés sur chaque ligne de son visage. Mais ses mains étaient instables et ses yeux ne manquaient rien. Il a regardé Sam endormi contre Clara, et regardé Lily dans le berceau, et regardé Eli debout près de la fenêtre comme un homme gardant une muraille. Parlez-moi de ce testament, a dit Josiah. Eli lui a raconté la revendication de Vernon, les papiers de succession le nommant exécuteur, l'affirmation de tutelle, le jeu de pression avec le baptême de Lily. Josiah a écouté sans interrompre. Quand Eli a fini, le forgeron a tiré une chaise vers la table, s'est assis et a tambouriné 3 fois ses doigts contre le bois. Ce rythme, Clara apprendrait que c'était sa façon de penser. Le bébé n'a pas de nom légal, a dit Josiah. Aucun, ce qui signifie qu'elle ne peut pas hériter. Correct, ce qui signifie que Vernon n'a besoin que de Clara et Sam pour obtenir la concession de terre. Lily est un moyen de pression. Il échangera son baptême contre les 2 aînés. Les yeux de Josiah se sont plissés, à moins que nous puissions la faire baptiser sans son consentement. Le révérend Hargrove s'est éclairci la gorge. La loi de l'Église est claire. Je ne peux pas baptiser un nourrisson sans le consentement parental ou du tuteur légal. Les parents sont morts. Vernon revendique la tutelle. Si je baptise sans sa permission, le baptême est invalide, et je suis défroqué. Il n'y a pas d'exception, a demandé Clara. Hargrove a hésité. Pas longtemps, juste assez pour que Clara le remarque. Il y en a une, a-t-il dit prudemment. La doctrine de l'urgence, le baptême de nécessité. Si la vie d'un enfant est en danger de mort immédiat, n'importe quel chrétien peut effectuer un baptême d'urgence sans consentement parental. Si moi, en tant que membre du clergé ordonné, je suis témoin d'un tel danger et que j'accomplis le sacrement, il a pleine valeur légale. L'espoir a jailli dans la poitrine de Clara. Douloureux, aveuglant. Mais Hargrove a levé la main. Je ne peux pas fabriquer un danger. Je ne le ferai pas. Si j'utilise une doctrine sacrée comme subterfuge légal, je ne vaux pas mieux que Vernon avec ses faux papiers. Vous pensez que les papiers sont faux? A demandé Eli. Les doigts de Josiah ont de nouveau tambouriné. 3 coups. Je pense qu'un homme qui se présente 3 semaines en retard avec un testament qui lui donne commodément tout ce qu'il veut est un homme qu'il faut interroger. Et je pense que je sais comment l'interroger. Il a expliqué le sceau de cire sur le document de Vernon. La cire d'abeille mélangée à de la résine de peigne était la norme dans le territoire du Montana. Point de fusion élevé, durcissait lorsqu'elle était chauffée lentement. Mais la cire de paraffine moderne, disponible dans le commerce depuis 67, mais rare et chère dans l'Ouest, fondait à une température beaucoup plus basse. Si Vernon a scellé ce testament récemment, il a probablement utilisé de la paraffine. C'est ce à quoi il aurait eu accès. La voix de Josiah portait la certitude d'un homme qui travaillait avec les matériaux tous les jours de sa vie. La cire d'époque tiendrait à la chaleur. La paraffine, non. Le feu révèle la vérité, a dit Eli, toujours. Josiah l'a regardé. Mais nous avons besoin du document. Vernon ne le donnera pas volontairement. Le juge Pierce peut l'exiger, a dit Hargrove, quand il arrivera pour sa tournée de printemps. 4 semaines, 4 semaines. Clara les a comptées comme des pièces qu'elle ne pouvait pas se permettre de dépenser. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? A-t-elle demandé. On tient bon, a dit Eli. On tient bon, on construit notre dossier et on ne fait rien de stupide. Il a regardé Clara en disant cette dernière partie. Elle n'a pas su pourquoi. Pas à ce moment-là. Elle l'a découvert 3 jours plus tard. Agnes l'a envoyé à la forge de Josiah pour récupérer une boucle de harnais réparée. Clara a émitouflé Lily contre sa poitrine, a laissé Sam avec Agnes et a marché le mill jusqu'à la ville. Le froid s'était installé en quelque chose de permanent, une présence plutôt qu'une condition. Son souffle flottait dans l'air comme de petits fantômes. La forge était chaude. C'était de la première chose. Chaude comme la maison du ranch était chaude, avec un but et de la vie derrière elle. Josiah a levé les yeux de son enclume. Son marteau s'est arrêté en plein vol. Mademoiselle Clara, la boucle est prête. Il a posé le marteau. 3 coups contre la face de l'enclume. Agnès a dit que vous viendriez. Clara a hoché la tête et est restée près de la porte. Ses yeux ont balayé l'atelier, les outils sur le mur, l'établi dans le coin, un bureau, du papier, de l'encre. L'idée l'a frappée comme une étincelle de la forge. Le journal de maman.
Clara avait encore les pages qu'elle avait trouvées dans le compartiment secret du médaillon. L'écriture de sa mère, la formation des lettres, la façon dont le A faisait une boucle à gauche, la façon dont le T était barré haut. Si Clara pouvait copier cette écriture sur un formulaire de consentement, un consentement de baptême signé par Annabelle Whitfield, daté d'avant sa mort, alors le révérend Hargrove pourrait baptiser Lily sans la permission de Vernon. Personne n'aurait à attendre une urgence qui pourrait ne jamais arriver. Monsieur Calhoun, Clara a gardé sa voix basse. Auriez-vous du papier que je pourrais emprunter? Juste une feuille, il l'a étudié. Ses yeux vifs et vieux qui ne manquaient rien. Pourquoi faire? Une lettre à ma tante dans l'Est, le mensonge est venu facilement. Nécessaire, c'est ce qu'elle se disait. Josiah lui a d'abord donné la boucle, puis a tiré une feuille propre du tiroir du bureau. L'encre et la plume sont juste là. Prenez votre temps. Clara a attendu qu'il retourne à la forge, jusqu'à ce que les coups de marteau reprennent leur rythme régulier. Puis elle a sorti la page du journal de sa poche. L'écriture de sa mère, familière et douloureuse. Elle a étudié les lettres, la façon dont elles les bouclaient et s'inclinaient. Elle a trempé la plume, la tenue au-dessus du papier blanc. Une signature n'était que de l'encre sur du papier, juste des marques que n'importe qui pouvait faire s'il savait comment. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. La voix de Josiah est venue, calme, derrière elle. Clara a sursauté. La plume a glissé sur la page, laissant une entaille sombre comme une blessure. Il se tenait à 3 pieds de derrière, les bras croisés, le visage illisible. Quoi que vous pensiez, mon enfant, ne le faites pas. Les yeux de Clara brûlaient. Vous ne comprenez pas. Vernon ne consentira pas. Le révérend ne peut pas baptiser sans consentement. Lily n'existera pas. Elle disparaîtra comme si elle n'avait jamais... Je sais. Josiah s'est approché. J'ai entendu parler de votre situation. Toute la ville en a entendu parler. Alors vous savez que je dois faire quelque chose. Pas ça. Josiah a pris la plume de sa main, doucement mais fermement. Bouchez la bouteille d'encre, Clara. Un mensonge dit par amour reste un mensonge. Et les mensonges ont une façon de se montrer. La mâchoire de Clara s'est serrée. Vernon ment. Il a falsifié tout un testament et personne ne l'arrête. Et c'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas faire ça. La voix de Josiah n'a pas monté. Pas besoin. Au moment où vous forgez cette signature, vous devenez lui. Vous devenez une personne qui utilise le papier et les mensonges pour prendre ce qu'elle veut. Il a fait une pause. C'est comme ça que votre maman vous a élevé. La question a frappé Clara plus fort que tout ce que Vernon avait dit. Plus fort que le froid. Plus fort que Delia Hawkins annonçant la mort de son père à 50 étrangers. Viens ici, a dit Josiah. Je veux te montrer quelque chose, Vern. Clara a suivi à contre-cœur, s'essuyant les yeux avec le dos de sa main. Josiah a sorti un fer à cheval des braises, l'a tenu avec des pinces en fer. Le métal pulsait d'un rouge orangé. Du bon fer, a-t-il dit, bien forgé. Il l'a posé sur l'enclume et l'a frappé une fois, 2 fois. Le 3e coup a retenti, clair et juste. Le métal a gardé sa forme. La vérité sonne comme ça, a dit Josiah. Nette, certaine. Il a pris une autre pièce du râtelier, taille similaire, forme similaire. Il l'a frappé 1 fois, 2 fois. Au 3e coup, le métal s'est fendu net en 2, des fragments tourbillonnant sur le sol. Celui-là avait des fissures cachées. Le forgeron a bâclé son travail. Il avait l'air bien de l'extérieur, mais le 3e coup a trouvé chaque défaut. Josiah a croisé son regard. Le feu ne flatte pas, Clara. Il révèle juste ce qui a toujours été là. Clara a fixé le métal brisé sur le sol. Je sais que tu as peur, a dit Josiah. Sa voix s'est adoucie. Je sais que tu veux protéger ta sœur, mais il y a de bonnes et de mauvaises manières. Et la mauvaise manière coûte plus cher que tu ne le penses. Et si la bonne manière ne marche pas, alors on trouve une autre bonne manière, et une autre après ça. Josiah lui a serré l'épaule 1 fois. On le fait honnêtement. Tu m'entends? Clara a hoché la tête. Les larmes sont venues alors, chaudes et furieuses, et elle les a laissées couler parce que Josiah Calhoun était le genre d'homme devant qui on pouvait pleurer sans se sentir petite. Elle est retournée au ranch avec la boucle dans sa poche et la page falsifiée déchirée en morceaux dans le fossé derrière la forge. Sa main a tremblé tout le long du chemin, pas à cause du froid. Ce soir-là, Eli était assis à la table de la cuisine avec son registre.
Clara l'observait depuis le fauteuil à bascule, eyes at a... Lily endormie dans le berceau, Sam par terre à côté avec un livre qu'Agnes lui avait donné. Il ne lisait pas, il le tenait juste. Mais il le tenait, et c'était déjà quelque chose. Ellie, les gens en ville parlent. Ils disent que vous nous gardez pour la terre de papa, pour l'argent. Le stylo d'Eli a cessé de bouger. Il n'a pas levé les yeux. Delia Hawkins l'a dit à Madame Pritchard, a continué Clara. Madame Pritchard l'a dit à la femme du banquier. D'ici demain, tout le territoire pensera que vous utilisez 3 orphelins pour vous enrichir. Laissez-les penser. Vous ne pouvez pas les laisser penser. Vernon s'en servira. Il dira au juge que vous avez un mobile. Eli a posé le stylo, s'est frotté le visage des 2 mains. Quand il a levé les yeux, son regard était fatigué. Pas vaincu, juste fatigué de la manière qui vient quand on mène des batailles sur trop de fronts. Que suggères-tu? Clara y avait pensé tout le long du chemin depuis la forge, à travers le froid, avec Lily chaude contre sa poitrine et le papier déchiré dans le fossé derrière elle. Elle avait pensé à la vérité, au feu et au coup de faire les choses bien. Payez la dette, a-t-elle dit, les 8 000. Payez-la maintenant, publiquement, pour que tout le monde voie. Avec quoi? La transhumance de printemps n'a pas commencé. Vendez le bétail en avance. Acceptez la perte. Eli l'a dévisagé. C'est 1200 $ de perdu, de l'argent que je ne récupérerai pas. Mais Vernon ne pourra pas dire que vous avez besoin de notre terre si vous n'avez pas besoin d'argent. Le silence s'est étiré, le feu a crépité. Sam a tourné une page du livre qu'il ne lisait pas. « Tu as 13 ans, a dit Eli lentement. « Oui, monsieur. Et tu me dis de vendre mon bétail à perte pour prouver à une ville pleine de commères que je ne suis pas un voleur? »« Oui, monsieur. » La bouche d'Eli a tressailli. Pas un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui n'avait pas vécu sur son visage depuis 4 ans. « Ta mère devait être quelqu'un, a-t-il dit. Elle l'était. Eli est parti en ville avant l'aube. À 9 heures, il avait vendu 200 têtes à un acheteur en route pour Cheyenne. Vente précoce, mauvais prix. 1200 $ de perdu par rapport à ce que le printemps aurait rapporté. Mais l'argent était immédiat. Et à midi, le reçu de l'hypothèque était affiché sur le tableau communautaire du magasin général où tout le monde pouvait le voir. Payé en totalité. Pas de dette, poste de mobile. Clara l'a trouvé dans la grange ce soir-là. Il nettoyait les stalles, se déplaçant avec le rythme lent et mécanique d'un homme trop fatigué pour penser, mais trop têtu pour s'arrêter. « Vous n'aviez pas à faire ça, a-t-elle dit. Eli a planté la fourche dans de la paille fraîche, si je devais. L'argent n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. » La voix de Clara s'est brisée. « Vous avez perdu 1200 $ à cause de nous, à cause de ce que les gens ont dit. » Eli a enlevé ses gants, les a accrochés à un clou, l'a regardé pour la première fois depuis qu'elle était entrée. « J'ai perdu une femme et un fils, Clara. 1200 $, ce sont des chiffres sur du papier. Vous 3, vous êtes réels. » Il est passé devant elle en direction de la maison. « Maintenant, rentre. Agnes a fait du ragoût et ton frère attend. » Sam attendait. Il était assis à table, cuillère à la main, fixant le bol vide devant lui. Quand Clara est entrée, il a levé les yeux. Ses lèvres ont bougé. « Faim », a-t-il dit. Un mot. Le 3e mot qu'il avait prononcé depuis le début du silence. Mais il l'a dit en regardant Clara, et quelque chose dans ses yeux était différent. Plus léger, comme une fenêtre entr'ouverte après des mois scellés. Agnes a servi le ragoût. Ils ont mangé ensemble. Clara, Eli, Sam, Agnes, Lily, dormant dans son berceau. Personne n'a beaucoup parlé. Pas besoin. La chaleur suffisait. La nourriture suffisait. Le son des cuillères, des respirations et du feu qui se tassait suffisait. Après le dîner, Clara a retiré le médaillon de son cou. La chaîne était toujours cassée, enroulée avec du fil. Elle le portait depuis le Missouri. À travers la piste, la mort de maman, le quai, à travers tout. « J'ai besoin d'ouvrir ça », a-t-elle dit. Ellie a regardé le médaillon. « Alors ouvre-le. J'ai peur. » « De quoi? » « Que ce soit le dernier morceau d'elle. Qu'une fois que je l'aurai ouvert, il ne restera plus rien. » Eli s'est assis en face d'elle. Sa main s'est portée à la bague sous sa chemise. Ce geste qu'elle apprenait à lire, l'endroit où vivait son chagrin. « Ouvre-le », a-t-il dit. « Quoi qu'il y ait à l'intérieur, c'est à toi. Ça a toujours été à toi. »
La main de Clara tremblait en manipulant le fermoir. Il a résisté, puis a cédé. À l'intérieur, deux ferrotypes. Maman et papa, jeunes et souriants, d'avant la mine, avant le Montana, avant que tout ne tourne mal. Et en dessous, plié serré, un morceau de papier. Clara l'a déplié avec des doigts qui pouvaient à peine tenir. L'écriture de sa mère datée du 15 novembre, 3 semaines avant sa mort. Clara l'a lu à voix haute, sa voix se brisant à chaque mot. La toux est pire. Joseph est déjà parti. Je le sens. Si je ne survis pas à cet accouchement, Clara doit savoir. Appelle-la Lily Elijah Whitfield, d'après l'homme de Fort Kearney qui a réparé la roue de notre chariot et nous a donné de l'eau quand personne d'autre ne voulait s'arrêter. Il avait des yeux gentils et tristes. Les yeux d'un homme qui avait perdu des enfants. Si mon bébé vit et pas moi, je prie Dieu de la ramener à lui. Peut-être qu'il donnera à cet homme une autre chance. Le silence s'est fait dans la pièce. Le visage d'Élie a perdu ses couleurs. Sa main est tombée de la bague sur la table, ses doigts pressés à plat contre le bois, comme s'il avait besoin de quelque chose de solide pour le retenir à la terre. Fort Kearney, a-t-il murmuré. L'été de 78. Vous vous souvenez, a soufflé Clara. Une femme avec un chariot cassé, un mari trop malade pour manier un marteau. Elle était enceinte de 8 mois, debout au soleil, essayant de réparer la roue elle-même. La voix d'Élie est devenue lointaine. Je passais par là, j'achetais des provisions, je l'ai vue en difficulté, j'ai réparé la roue, je lui ai donné de l'eau. Elle m'a remercié, a dit que si le bébé était un garçon, elle l'appellerait comme moi. Le bébé était une fille, a dit Clara. Le bébé était une fille. Eli a regardé le berceau, Lily qui dormait, les petits poings serrés contre sa joue, et elle s'en est souvenue quand même. Agnes a pressé sa main contre sa bouche. Sam avait arrêté de manger. Ses yeux se déplaçaient entre Clara et Eli, suivant les mots, comprenant quelque chose même s'il ne pouvait pas le nommer. « Maman vous voulait, a dit Clara. Avant tout ça, avant le quai, avant Vernon, avant tout, elle voulait que vous ayez Lily. Elle l'a écrit et l'a mise au seul endroit qu'elle savait que je garderais. » Eli s'est levé brusquement, s'est dirigé vers la fenêtre. Ses épaules étaient rigides, les mains appuyées sur le rebord. Elle savait, a continué Clara, les larmes coulant maintenant. Elle était mourante et elle y croyait encore. Elle croyait que vous seriez là. Je n'y étais pas. La voix d'Eli était rauque, elle est morte sur la piste. Je ne savais pas, je ne pouvais pas. Mais vous étiez là à la gare quand ça comptait. Eli ne s'est pas retourné. Son reflet dans la vitre sombre montrait un homme luttant contre quelque chose d'énorme. Le chagrin, la gratitude et le poids d'avoir été choisi par une femme morte qui avait vu de la gentillesse en lui une fois et avait parié la vie de sa fille au-dessus. Cette page, a-t-il finalement dit, ce n'est pas un consentement légal dans aucun tribunal. Je sais, mais c'est une intention. C'est le dernier vœu d'une mère écrit de sa propre main. Je sais. Eli s'est détourné de la fenêtre. Son visage était mouillé. Il ne l'a pas essuyé, ne l'a pas caché. Demain, j'apporterai ça au Reverend Hargrove et à Josiah. Ce n'est pas assez pour gagner, mais c'est assez pour se battre. Clara a hoché la tête, a plié la page avec soin, l'a pressée contre son cœur. Sam s'est levé de table. Il s'est approché d'Eli, s'est tenu devant lui, petit, mince et tremblant. Sa bouche a travaillé. Les muscles de sa gorge se sont tendus. « Papa, » a dit Sam. Eli est devenu absolument immobile. « Papa, » a répété Sam plus clairement. Puis il s'est avancé et a enroulé ses bras autour de la taille d'Eli et s'est accroché de toutes ses forces. La main d'Eli est descendue sur la tête du garçon, douce, tremblante. Il a fermé les yeux et a tenu l'enfant qu'il avait appelé père. Et Clara a regardé depuis le fauteuil à bascule, avec Lily endormie et les mots de sa mère pressés contre sa poitrine. Et elle a pensé, c'est ce que maman a vu, c'est ce qu'elle savait, que les choses brisées se trouvent, que la gentillesse revient, que la famille, ce n'est pas le sang, le papier ou la loi. C'est qui vous tient quand vous arrêtez enfin d'être fort. Dehors, la température a changé. Le vent portait quelque chose de plus chaud. Un faux printemps, comme Agnès l'appellerait demain. Le début du dégel qui ferait gonfler les rivières, briserait les embâcles de glace et amènerait l'inondation qui changerait tout. Mais ce soir, dans cette maison,
4 personnes et un bébé étaient assis à la lueur du feu et respiraient ensemble, et c'était suffisant. Le faux printemps a duré 3 jours. Clara se réveillait chaque matin au son de l'eau qui goûtait des avant-toits, réguliers, insistants, anormal pour Mars. Agnès se tenait à la fenêtre de la cuisine ce premier matin, les lèvres pincées, regardant la boue s'étendre dans la cour en taches sombres. La température va encore baisser, a dit Agnes. Toujours, mais les dégâts se font déjà en amont. Clara n'a pas compris jusqu'à ce que Cooper arrive du pâturage nord, son cheval en sueur, les yeux fous. L'embâcle de glace sur Silver Creek gonfle. Il était à bout de souffle, les mains tremblant sur les rênes. Je l'ai entendu gronder à 1 mile d'ici. Quand il cédera, tout le ruisseau inondera. Ellie était déjà en mouvement. Combien de temps? Un jour? Peut-être 2? Peut-être ce soir si cette chaleur se maintient. Mettez le bétail en hauteur. Tout ce qui est en vrac dans la grange monte à l'étage. Eli s'est tourné vers Clara. Garde les enfants à l'intérieur. Ne vous approchez pas du ruisseau. Clara a hoché la tête, mais son esprit tournait déjà. Silver Creek coulait derrière l'église. La plateforme de baptême où le Reverend Hargrove célébrait les services du dimanche se trouvait juste au bord de l'eau. Si l'embâcle cédait, si l'eau montait, si quelqu'un se trouvait près du ruisseau avec un bébé non baptisé, ne fais pas ça. La voix d'Eli a traversé ses pensées. Il la regardait, lisant son visage comme il lisait la météo. Je sais à quoi tu penses. La réponse est non. Je n'ai rien dit. Tu n'avais pas besoin. La file de ta mère jusqu'au bout des ongles. Il s'est approché. Sa voix s'est faite plus basse. On ne met pas ce bébé en danger. Pas pour la loi, pas pour un baptême, pour rien. Tu me comprends? Mais c'est la chance, la doctrine de l'urgence. Si la vie de Lily est réellement menacée, réellement, la mâchoire d'Ellie s'est crispée. Tu entends ce mot? Réellement. Pas arrangé, pas fabriqué, pas provoqué exprès. Sa main a trouvé son épaule. Ferme. On ne devient pas ce qu'on combat, Clara. Le jour où on le fera, Vernon aura déjà gagné. Clara voulait argumenter. Les mots se pressaient contre ses dents. Mais le regard dans les yeux d'Eli l'a arrêté. Pas de la colère, quelque chose de plus profond. Le regard d'un homme qui avait déjà tout perdu une fois en échouant à protéger ce qui comptait. « Oui, monsieur », a-t-elle murmuré. « Bien. » Il lui a serré l'épaule et est sorti dans la boue. Cette nuit-là, Clara n'a pas pu dormir. Elle était allongée dans le noir avec Lily dans le berceau à côté d'elle et Sam enroulé sur son lit de camp de l'autre côté de la pièce. Le garçon avait prononcé 4 mots de plus ce jour-là. De l'eau quand il avait soif. Oui, madame, à Agnès. De petits mots, mais chacun atterrissait comme un miracle. Le ruisseau rugissait de plus en plus fort au fil des heures. Clara a entendu des voix en bas. Ellie et Agnès parlaient à voix basse. Tu penses ce que je pense? La voix d'Agnès est montée. J'essaie de ne pas. Si le révérend se trouvait là, si l'eau se mettait à monter. Agnès, la voix d'Ellie était un avertissement. On ne fait pas ça. Je dis juste que le Seigneur pourvoit. Pas comme ça. Jamais comme ça. Silence. Puis Agnès, plus doucement. Ce bébé mérite un nom, Ellie. Je sais qu'elle le mérite, mais pas au prix de nos âmes. Clara a enfoui son visage dans l'oreiller, déchiré entre l'espoir et l'horreur. Elle voulait que Lily ait un nom, le voulait si fort qu'elle pouvait le goûter. Mais Eli avait raison. Elle l'avait appris à la forge de Josiah, en regardant le métal se fendre sous le 3e coup. La vérité tenait, les mensonges non. Peu importe la raison. Lily a gémi dans son sommeil. Clara a tendu la main, a touché sa petite main. Les doigts du bébé se sont enroulés autour des siens, tenant fort, confiant. « Je ne les laisserai pas te prendre », a murmuré Clara. « Nommé ou non, légal ou non, tu es à moi. » La réunion de la ville était l'œuvre d'Agnes. Elle s'est rendue à Silver Ridge à l'aube, a frappé aux portes, a parlé aux épouses, aux commerçants et aux employés de ranch. Le lundi après-midi, la moitié de la ville s'était rassemblée dans l'église, le seul bâtiment assez grand pour tous les contenir. Clara était assise au dernier rang avec Lily contre sa poitrine et Sam pressé contre elle. La main du garçon serrait la sienne sous le banc. Ses yeux balayaient chaque visage dans la pièce, cataloguant, mesurant, guettant Vernon. Eli se tenait près de l'avant, les bras croisés. Josiah et le Reverend Hargrove l'encadraient. Vernon était assis au premier rang, son avocat, un homme nommé Simmons de l'Est, à côté de lui.
tous deux en costume qui n'avaient pas leur place dans le Montana. Nous sommes ici pour discuter des enfants Whitfield. Le maire Pritchard se tenait à la chaire, mal à l'aise. Spécifiquement la question de la tutelle. Vernon s'est levé le premier, lisse, confiant. Votre honneur, monsieur le maire, cela devrait être simple. Je suis de la famille, nommé exécuteur de la succession de mon frère. La loi reconnaît la famille avant tout. Une famille qui ne s'est pas montrée pendant 6 semaines, a dit Josiah sur le côté. Je suis venu dès que... Vous êtes à Silver Ridge depuis novembre, Vernon, buvant au saloon tous les soirs pendant que ses enfants gelaient sur un quai de gare. La voix de Josiah n'a pas monté. Pas besoin. Où était la famille alors? La foule s'est agitée. La mâchoire de Vernon s'est crispée. Le nourrisson n'a même pas de statut légal, a coupé Simmons. Pas d'acte de naissance, pas de baptême. Aux yeux de la loi territoriale, elle est un bébé. Clara a entendu sa propre voix avant de savoir qu'elle parlait. Toutes les têtes se sont tournées. Elle a 8 mois. Elle respire, pleure et me tient le doigt quand elle dort. Vous pouvez parler de statut légal tant que vous voulez. Elle est réelle. Elle est vivante. C'est ma sœur. Silence, puis des murmures. Clara a senti son visage brûler. Les yeux d'Eli ont trouvé les siens de l'autre côté de la pièce. Il lui a fait le plus petit des hochements de tête. Monsieur Ashford. Pritchard s'est tourné vers Eli. Quelle est votre revendication ici? Aucune revendication. La voix d'Eli était neutre. Juste que les enfants sont en sécurité, nourris, au chaud, qu'ils respirent, ce qui est plus que ce que quiconque a réussi à faire. La sécurité n'est pas légale, a répété Vernon. Et le légal n'est pas sûr, a rétorqué Eli. Pas pour ses enfants. Pas avec vous. Le visage de Vernon s'est figé. Qu'insinuez-vous exactement, Ashford? Je n'insinue rien. Je dis que ce garçon, Eli a montré Sam, n'a pas parlé pendant 2 mois, n'a pas fait un bruit. Et le premier mot qu'il a dit quand il a retrouvé sa voix était « méchant homme ». Et il vous regardait quand il l'a dit. L'église est devenue silencieuse. L'avocat de Vernon a touché son bras. Un avertissement. Vernon l'a repoussé. Les enfants sont confus après un traumatisme. Tout le monde le sait. Cette fille, a continué Eli, la voix montant maintenant, plus dure, le gravier se transformant en pierre, a une cicatrice sur son bras gauche qu'elle dit venir d'une clôture et elle la touche chaque fois qu'elle entend votre nom. La main de Clara s'est portée à son bras. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Toute la salle l'a vu. C'est de la diffamation. Le sang-froid de Vernon s'est fissuré, non fondé, émotionnel. Alors laissons le juge décider. Eli s'est avancé. Le juge Pierce arrive dans 3 semaines. Laissons-le examiner vos papiers. Laissons-le interroger les enfants directement. Laissons-le voir ce que le feu révèle. Les yeux de Vernon se sont plissés. Vous bluffez, Ashford. Vous n'avez aucune preuve. Juste une fille effrayée et un garçon qui peut à peine aligner 3 mots. J'ai le journal de leur mère. La voix d'Eli est devenue basse, le silence dangereux. Me nommant par mon nom, demandant à Dieu de lui ramener son bébé. Écrit de sa propre main, daté d'avant sa mort. Vernon est devenu pâle. J'ai un forgeron qui peut tester chaque sceau et signature que vous avez produit, et continué Eli. J'ai un révérend qui connaît la loi de l'Église mieux que votre avocat de l'Est ne connaît le code territorial. Et j'ai 3 enfants qui ont choisi de rester avec moi. Les enfants ne choisissent pas. La loi protège les enfants, Vernon. C'est à ça qu'elle sert. La salle a retenu son souffle. Clara a serré la main de Sam. Lily dormait contre sa poitrine, inconsciente de la guerre menée pour son existence. Le maire Pritchard a ouvert la bouche pour parler. La porte de l'église s'est ouverte violemment. Cooper se tenait dans l'embrasure, sans chapeau, le manteau trempé. Le ruisseau a débordé, l'embâcle de glace a cédé en amont. L'eau arrive vite. Chaos. Les gens se sont précipités vers la porte. Les voix se sont élevées. Les chaises ont grincé. Pritchard a crié quelque chose à propos des hauteurs. Clara s'est levée, a tiré Sam près d'elle, a serré Lily plus fort. Eli était à côté d'elle en 3 pas. Reste avec moi. Ne lâche pas. Ils sont sortis de l'église dans la lumière grise de l'après-midi. Clara l'a entendu avant de le voir. Le rugissement, profond, grandissant, annonçant. Le son de 1000 tonnes d'eau se libérant. Silver Creek avait avalé ses rives. De l'eau brune tourbillonnait là où se trouvait la route, emportant des branches, des poteaux de clôture, des débris.
La plateforme de baptême derrière l'église était déjà à moitié submergée. Le bois gémissait et se brisait sous la pression. « Allez sur les hauteurs !» a crié Eli. Il avait une main sur l'épaule de Clara, la guidant vers le haut de la colline. Puis Lily a crié. Pas un gémissement, pas une plainte, un hurlement strident qui a percé le bruit comme une lame. Clara a baissé les yeux. Le visage du bébé était rouge, contorsionné, la bouche grande ouverte. Son petit corps s'est arqué dans les bras de Clara, se débattant. La botte de Clara a heurté la boue. Elle a glissé. Son genou a heurté le sol durement. Elle a tenu Lily en l'air, loin du sol, les bras tendus. Mais le bébé s'est tordu. La prise de Clara n'était pas bonne et ses doigts étaient engourdis. Et Lily est tombée, pas de haut, 1 mètre. Elle a atterri sur le bord de la passerelle en bois derrière l'église. La même passerelle qui pourrissait. La même passerelle qui surplombait le ruisseau en crue. Le bébé a roulé 1 fois, 2 fois, vers le trou où les planches cassées avaient cédé. Clara a crié. Elle ne pouvait pas l'atteindre. Ses jambes ne fonctionnaient pas. La boue tenait ses genoux comme des mains. Sam a bougé. Le garçon qui n'avait pas parlé depuis 2 mois, qui tressaillait au bruit fort, qui dormait par terre parce que les lits semblaient trop mous et trop sûrs. Sam s'est jeté sur sa sœur. Il a attrapé la couverture de Lily d'une main, a tiré, mais le bois était mouillé et ses pieds ont glissé. Et soudain, tous les deux glissèrent vers le trou, vers l'eau, vers le rugissement. Eli n'a pas réfléchi. Il a heurté la passerelle en pleine course. Le bois a craqué sous son poids, se brisant sous ses bottes. Il a attrapé Sam d'un bras, a ramassé Lily de l'autre et a jeté son corps en arrière juste au moment où les planches cédaient sous lui. Son dos a heurté la terre ferme. Sam a atterri sur sa poitrine. Lily était pressée entre eux, prise en sandwich, hurlant. Vivante. Hurler signifiait respirer. Hurler signifiait être en vie. Mais l'eau arrivait toujours. Le ruisseau a déferlé sur la passerelle effondrée, brun et violent, les atteignant. Eli a roulé, protégeant les 2 enfants de son corps. L'eau froide a frappé ses jambes, son dos, trempant son manteau. Il a enfoncé ses bottes dans la boue et a poussé vers le haut de la colline. Un bras verrouillé autour de Sam, l'autre berçant Lily contre sa poitrine. Ellie. La voix de Clara était venue d'en haut. Elle était debout maintenant, tendant la main, attrapant le bras de Sam, tirant. Agnes est apparue à côté d'elle. Puis Josiah, ses grandes mains agrippant le col du manteau d'Eli, les hissant tous les 3 sur la rive, sur la terre ferme. Eli s'est effondré sur le dos, la poitrine haletante. Sam était étendu sur lui, le visage enfoui dans sa chemise, respirant fort mais silencieusement. Lily hurlait entre eux, furieuse, trempée, ses petits poings battant l'air. Le bébé. La voix d'Eli était brisée. Vérifiez le bébé. Le docteur Perkins s'est frayé un chemin à travers la foule, s'est agenouillé à côté d'eux. Ses mains ont parcouru Lily avec une vitesse experte, ont vérifié sa respiration, sa couleur, la température de sa peau. Froide, choqué, il a levé les yeux. Mais elle va bien. Elle va bien. Clara est tombée à genoux à côté d'eux. Ses mains ont trouvé le visage de Lily, l'épaule de Sam, le bras d'Eli, touchant les 3, s'assurant qu'ils étaient réels. « Vous avez sauté », a-t-elle murmuré. « Tous les 2. Vous auriez pu vous noyer. » Eli s'est redressé lentement. Sam s'accrochait toujours à lui, les bras verrouillés autour de son cou. Le garçon tremblait. Pas de froid, de quelque chose de plus profond. Le tremblement qui vient après avoir fait la chose la plus courageuse de sa vie et que votre corps rattrape enfin ce que votre esprit savait déjà, Sam. Clara a touché le dos de son frère. Sam, tu l'as attrapé, tu l'as sauvé. Le garçon a levé son visage de l'épaule d'Eli. Ses joues étaient striées de boue et de larmes. Sa bouche a travaillé. Je ne pouvais pas la laisser partir, a dit Sam. 4 mots, clairs comme de l'eau de roche. Sa voix était encore rauque, encore craquelée par des mois de silence. Mais les mots sont sortis entiers, complets. La voix d'un garçon qui avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de parler. Le Reverend Hargrove est tombé à genoux à côté d'eux. Sa Bible était dans ses mains. Son visage était blanc, mais ses yeux brûlaient de quelque chose que Clara n'avait jamais vu auparavant. La certitude,
la certitude absolue et profonde d'un homme qui sait ce que Dieu exige de lui. La vie de cet enfant était en danger de mort, a dit Hargrove. Sa voix tremblait mais tenait bon. J'en ai été témoin. Chaque personne ici en a été témoin. C'est authentique, c'est réel. Révérend, a commencé Eli. Ne le faites pas. La main de Hargrove s'est levée. Ne me dites pas d'attendre. Ne me dites pas d'y réfléchir. J'y ai réfléchi chaque nuit pendant 4 semaines et Dieu vient de me donner ma réponse. Il a regardé la foule rassemblée autour d'eux. 30, 40 personnes. Le maire Pritchard, le docteur Perkins, Dahlia Hawkins avec des larmes sur le visage, Agnes avec les mains pressées contre sa bouche. « J'ai besoin d'eau », a dit Hargrove. Josiah était déjà là. Il avait puisé une poignée d'eau de l'inondation, la tenait dans ses paumes en coupe. L'eau du ruisseau, la même eau qui avait failli prendre la vie de Lily. Hargrove y a trempé ses doigts. « Je te baptise, Lily Elijah Whitfield », a-t-il dit, sa voix portant à travers la colline, à travers la foule, à travers le rugissement du ruisseau en contrebas. Il a touché le front de Lily avec l'eau. Le bébé a tressailli, puis s'est calmé. Absolument calme, comme si elle savait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, on dit 30 voix à la fois. Clara ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus voir à travers les larmes. Lily avait un nom, légal, attesté, baptisé devant la moitié de la ville. Sa sœur existait. Après des semaines de paperasse, de lois et des calculs froids de Vernon, Lily Elijah Whitfield était réelle. Eli était assis dans la boue, Sam dans ses bras, l'eau trempant ses vêtements, et il pleurait. Il ne faisait aucun bruit, juste des larmes coulant sur son visage, traçant des sillons dans la saleté, tombant sur les cheveux de Sam. Le garçon le serra plus fort. Vernon Whitfield se tenait au bord de la foule. Son visage était gris. Son avocat lui murmurait furieusement à l'oreille. Mais Vernon n'écoutait pas. Il regardait Eli tenant les enfants, le révérend avec de l'eau du ruisseau dégoulinant de ses doigts, la foule qui avait été témoin de tout. Il s'est retourné et est parti sans un mot. Ses bottes ont laissé de profondes empreintes dans la boue. Personne ne l'a rappelé. Le télégramme est arrivé 3 jours plus tard, juge Pierce arrivé samedi. Toutes les affaires seront entendues immédiatement. L'estomac de Clara s'est noué quand Eli l'a lu à voix haute. On n'est pas prêt. On n'est jamais prêt. Eli a plié le télégramme. Mais on a ce qu'on a. Josiah. Tu es sûr pour ce test de cire? Josiah a hoché la tête depuis l'embrasure de la cuisine, son manteau de forgeron toujours sur le dos. Amenez-moi ce testament. Je prouverai la fraude devant Dieu et le juge. Samedi est arrivé, froid et clair. Un vrai froid, pas un faux printemps. La température avait chuté pendant la nuit, gelant la boue en fer. Clara a habillé Lily de tout ce qu'ils avaient de chaud. Sam se tenait près de la porte, attendant, prêt. Il avait prononcé 12 mots cette semaine-là. Pas beaucoup, mais chacun était devenu plus facilement que le précédent. Ils se sont retrouvés à la forge de Josiah à 10 heures. Le juge Pierce avait insisté sur un terrain neutre et la forge était le seul endroit avec assez d'espace et de chaleur pour le rassemblement. Pierce était plus âgé que Clara ne s'y attendait, cheveux argentés, regard vif, avec la patience usée d'un homme qui avait vu tous les mensonges que la frontière pouvait produire et avait cessé d'être surpris par l'un d'eux. Cadre peu orthodoxe, a-t-il observé, regardant l'enclume, les braises, les outils sur les murs. Mais je l'autorise. La justice de la frontière exige des méthodes de la frontière. Vernon est arrivé avec Simmons à 10 heures précises, tous deux dans leur costume de l'Est, tous deux l'air confiants. Vernon n'a pas jeté un regard aux enfants, n'a pas regardé Ellie, et juste remis ses documents au juge, et s'est assis comme un homme s'attendant à une formalité. Monsieur Ashford, Pierce s'est tourné vers Eli. Vous contestez la demande de tutelle de Monsieur Whitfield. C'est exact. Pour quel motif? Fraude, falsification et la sécurité de 3 enfants. L'avocat de Vernon a commencé à objecter. Pierce l'a fait taire d'un geste de la main. Monsieur Calhoun, le juge s'est tourné vers Josiah. On me dit que vous avez une expertise pertinente pour ces documents. Josiah a pris le testament de Vernon avec des mains prudentes, l'a posé sur son établi près de la forge. L'odeur de fumée de charbon s'est épaissie alors qu'il actionnait le soufflet. Ce testament est scellé à la cire. Josiah a levé une fine tige de fer, sa pointe rougeoyante. Pratique courante pour les documents légaux.
Ce qui compte, c'est le type de cire. Il a regardé Vernon. La cire d'époque. La cire d'abeille mélangée à de la résine de pin est ce à quoi nous avons eu accès dans le territoire du Montana pendant des années. Point de fusion élevé, environ 145 degrés. Quand on la chauffe lentement, elle durcit d'abord, devient brillante, puis fond. Pierce s'est penché plus près. La cire de paraffine moderne fond à 99 degrés, beaucoup plus bas, beaucoup plus vite. Josiah a approché la tige du seau sans toucher, juste en irradiant de la chaleur. Si ce testament a été scellé il y a 4 mois, comme le prétend M. Whitfield, la cire devrait être de la cire d'abeille standard de l'époque. Elle devrait durcir sous la chaleur. La salle a retenu son souffle. Le seau a commencé à briller. De la sueur s'est formée à sa surface. Pendant un instant, Clara a cru qu'il pourrait tenir. A cru que Vernon disait peut-être la vérité après tout. Puis la cire a commencé à s'affaisser. Lentement d'abord, puis plus vite, fondant le long du bord du papier. L'odeur a frappé Clara. Chimique, pétrole, anormal. C'est de la paraffine, a dit Josiah. De la cire moderne. Ce seau a été fait il y a des semaines, pas des mois. Vernon s'est levé. Le seau original était endommagé. J'ai dû le recéler pour... Vous avez brisé le sceau du testament de votre frère et l'avez remplacé. La voix de Pierce est devenue glaciale. Cela seul invalide le document. Le testament est vrai. Mon frère voulait. Ce que votre frère voulait n'est pas ce que j'ai devant moi, Monsieur Whitfield. Ce que j'ai devant moi, c'est un document scellé avec une cire qui prouve qu'il a été altéré. Pierce a posé le papier. Donnez-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas vous inculper de fraude dès maintenant. Le sang-froid de Vernon s'est brisé. Ses mains ont agrippé le bord de l'établi. Ses jointures sont devenues blanches. Très bien, sa voix est devenue dure, désespérée. La surface polie s'est effacée, ne laissant que la vérité brute et laide en dessous. Mon frère me devait de l'argent, des dettes de jeu, 400 $. Il m'a promis la concession de terre en remboursement. Papa ne jouait pas, a dit Clara. Ton père jouait beaucoup, ma petite. Il ne te le disait simplement pas. Votre frère a-t-il signé ce testament? A coupé Pierce, silence. L'a-t-il signé, Monsieur Whitfield? Il l'aurait fait s'il avait eu le temps, s'il avait su. Ce n'est pas une réponse. Pierce s'est tourné vers Hargrove. Révérend, le registre de baptême. Hargrove a ouvert son registre relié en cuir. Lily Elijah Whitfield, baptisé le 18 mars 1879, selon la doctrine de nécessité. Témoin, il a lu les noms, 32 d'entre eux. Le maire Pritchard, le docteur Perkins, Delia Hawkins, Agnes Fairchild. Chaque nom était un clou dans le cercueil de Vernon. Pierce a examiné l'entrée, a hoché la tête, puis il a regardé Clara. Mademoiselle Whitfield, vous avez 13 ans, oui monsieur, assez âgé pour exprimer votre préférence à ce tribunal. Où souhaitez-vous vivre? Clara n'a pas hésité. Pas une seconde. Avec Monsieur Cartwright, monsieur. Avec Eli. Il a sauvé la vie de Lily. Il nous a accueillis quand personne d'autre ne le voulait. Il a vendu son bétail pour prouver qu'il ne nous utilisait pas. C'est un homme bon. Sa voix s'est brisée. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Pierce a regardé Sam. Et le garçon? Sam s'est levé de sa chaise. Il s'est avancé au centre de la pièce. Tous les yeux l'ont suivi. Ce garçon qui avait été silencieux pendant des mois, qui avait vu son père mourir, qui avait été blessé par l'homme prétendant l'aimer. Sam a regardé Vernon, l'a regardé avec ses yeux sombres et stables qui voyaient tout et n'oubliaient rien. Puis il s'est tourné vers le juge Pierce. « Papa », a dit Sam. Il a montré Eli. « C'est mon papa ». La salle a expiré. Pierce a étudié Eli et un long moment. « Monsieur Cartwright, pourquoi avez-vous recueilli ces enfants? » Eli est resté silencieux. Clara l'a vu chercher la bague sous sa chemise. L'a touchée. L'a lâchée. « J'ai rencontré leur mère, a-t-il dit. Il y a 1 an et demi, à Fort Carney. Son chariot était cassé. Son mari était mourant. Elle était enceinte de 8 mois, debout sous la chaleur, essayant de réparer une roue toute seule. Il a fait une pause. Je passais par là. J'ai réparé la roue. Je lui ai donné de l'eau. Elle m'a remercié. A dit qu'elle appellerait le bébé comme moi si c'était un garçon. Et le bébé était une fille, mais elle s'en est souvenue quand même. La voix d'Eli s'est enrouée, l'a écrit dans son journal.
voulait que l'enfant s'appelle Lily Elijah, d'après moi, d'après un étranger qui s'est arrêté 10 minutes un après-midi d'été. Il a regardé le juge. Sa mère m'a fait confiance avant que tout cela ne commence. Elle était mourante et elle m'a choisi. Ce n'est pas rien. Clara a sorti la page du journal de sa poche, l'écriture de sa mère. Elle l'a tendu à Pierce. Le juge l'a lu 2 fois. Son expression s'est adoucie d'une manière que Clara n'aurait pas cru possible pour un homme qui avait passé 30 ans à juger la vie des autres. Monsieur Whitfield, la voix de Pierce était finale. Absolue. Votre testament frauduleux est rejeté. Votre demande de tutelle est refusée. Je vous inculpe de tentative de fraude contre le tribunal territorial. La caution est fixée à 500 $. Les jambes de Vernon ont fléchi. Simmons l'a rattrapé. Quant aux enfants, Pierce a regardé Eli. Monsieur Cartwright, je vous accorde la pleine tutelle légale de Clara, Samuel et Lily Whitfield. Avec effet immédiat, déposez les papiers d'adoption formelle dans les 60 jours. Il a signé le document. De plus, la concession de 60 acres enregistrés au nom de Joseph et Annabelle Whitfield est détenue en fiducie pour Clara Whitfield jusqu'à son 21e anniversaire. Monsieur Cartwright est nommé fiduciaire. La terre ne peut être vendue ou transférée sans le consentement de Clara. Il a posé son stylo. L'audience est levée. Monsieur Whitfield, vous avez 1 heure pour payer la caution. Clara ne pouvait pas bouger. Les mots résonnaient dans sa tête mais ne voulaient pas s'installer. Tutelle légale. Tous les 3, effet immédiat, Sam l'a rejoint le premier. Il a attrapé sa main et l'a serrée si fort que ça lui a fait mal. Lily s'est agitée dans les bras d'Agnes, tendant les 2 mains vers Clara. Eli se tenait là où il était, immobile comme une pierre. Son visage était vide de la manière qui signifiait que tout se passait à l'intérieur. Clara s'est approchée de lui, Lily dans un bras, Sam tenant l'autre main. Elle s'est tenue devant Eli Cartwright, cet homme qui s'était accroupi sur un quai gelé et avait dit « Ils sont à moi maintenant », qui avait vendu son bétail, sauté dans une inondation et tenu un garçon silencieux qui l'appelait papa. « C'est légal », a-t-elle dit. « Nous sommes à vous. » La main d'Ellie s'est levée, a touché sa joue. Sa paume était rugueuse, cailleuse, chaude. « Vous avez toujours été à moi, a-t-il dit. Le papier a juste rattrapé le retard. Vernon a payé la caution. Son avocat l'a payé. Ils sont partis sans un mot. Clara les a regardés partir et n'a rien ressenti. L'homme était un étranger maintenant, sans importance pour la vie qu'elle construisait. Delia Hawkins s'est approchée en dernier. Elle s'est tenue devant Eli, les mains jointes, son visage portant le poids de chaque mot qu'elle avait prononcé sur ce quai, chaque murmure qu'elle avait répandu, chaque jugement qu'elle avait porté sur 3 enfants qui n'avaient rien. « J'ai mal parlé, Monsieur Cartwright. J'ai dit des choses que je n'avais pas le droit de dire. » Sa voix tremblait. « Sur vous, sur les enfants, sur leur mère. J'avais tort. Je suis désolé. » Eli l'a étudié un long moment, puis il a touché son chapeau. « Déjà oublié, madame. » Les yeux de Delia se sont remplis de larmes. Elle a hoché la tête une fois et est partie. Les papiers d'adoption ont été déposés en avril. Le juge Pierce s'en est occupé personnellement. Au moment où les premières fleurs sauvages ont éclos dans les hautes prairies, Clara, Samuel et Lily Cartwright étaient officiels, documentés, permanents. Clara a passé ses doigts sur le certificat ce soir-là. Son nom, le nom de Sam, le nom de Lily, et en dessous de tous, tuteur légal et père adoptif, Elijah Thomas Cartwright. « Vous nous avez donné le nom de votre fils », a-t-elle dit doucement. Ils étaient assis sur le porche. Lily rampait entre eux, tirant sur les lacets des bottes d'Eli. Sam était assis sur la marche, un livre ouvert sur ses genoux. Lisant vraiment cette fois. Thomas aurait aimé avoir un frère et des sœurs, a dit Eli. Clara voulait dire quelque chose qui corresponde au poids de ce qu'il leur avait donné, mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais pour les grandes choses. Les grandes choses vivaient dans les actes. Lily a résolu le problème. Elle s'est hissée en utilisant le genou d'Eli et vacillé sur des pieds instables et a tendu les 2 mains vers son visage. « Papa », a-t-elle dit. Eli est resté immobile. Sam a levé les yeux de son livre. Clara a retenu son souffle. « Papa », a répété Lily, lui tapotant la joue. Puis elle a perdu l'équilibre et s'est assise lourdement, riant d'elle-même comme le font les bébés quand tomber est encore drôle. Eli l'a prise dans ses bras,
l'a serrée contre lui. Ses yeux étaient humides. Il ne l'a pas caché. Plus besoin. Sam a fermé son livre, s'est approché d'Eli et s'est appuyé contre lui. Sans parler, juste en étant là. Comme la famille Lester, silencieuse, stable et permanente. Clara a accroché le médaillon de sa mère à un crochet près de la porte d'entrée ce soir-là, juste à côté des boucles en étoile argentée d'Eli et du petit fer à cheval en fer que Josiah leur avait donné. La vérité tient au feu, avait-il dit en le pressant dans la main de Clara. N'oublie jamais ça. Elle n'oublierait pas. Vernon est passé en jugement en mai. Reconnu coupable de fraude, 2 ans de prison territoriale. Clara n'a rien ressenti en l'apprenant, juste la satisfaction tranquille de voir le 3e coup tomber sur un métal qui avait toujours été fissuré. La transhumance de ce printemps-là a été bonne. Eli a récupéré ses pertes, et plus encore. L'herbe de la concession a poussé, épaisse et verte. Sam parlait plus chaque semaine. Des phrases complètes à l'été, des rires à l'automne. Il devenait encore silencieux parfois, tressaillait encore au bruit fort, mais le silence n'était plus une prison. C'était juste un endroit qu'il visitait et quittait quand il était prêt. Lily a fait ses premiers vrais pas en juin, a marché des bras de Clara directement à Ellie, sans peur, déterminée, tombant 2 fois et se relevant 3 fois. Et Clara. Clara a appris à monter à cheval, à manier le lasso et à lire la météo comme la fille d'un éleveur devait le faire. A appris que la famille n'était pas le sang, le papier ou les noms sur un registre. La famille, c'était celui qui sautait dans une inondation sans réfléchir, qui vendait tout pour prouver sa parole, qui tenait d'un garçon silencieux jusqu'à ce que sa voix revienne. 20 ans plus tard, elle s'asseyait dans le fauteuil à bascule d'Eli sur ce même porche, le bois usé par 3 générations, et racontait l'histoire aux enfants de Sam, à la fille de Lily et à quiconque voulait l'écouter. Elle leur parlait de la nuit la plus froide, du quai, de l'étranger aux yeux gentils et aux boucles en étoile argentée qui s'était accroupi dans la neige et avait dit 5 mots qui avaient tout changé. Elle leur parlait d'un forgeron qui lui avait appris que la vérité tient au feu, d'un révérend qui avait trouvé son courage dans l'eau d'un ruisseau, d'un garçon qui avait brisé 2 mois de silence pour sauver sa sœur, d'un bébé qui n'existait pas légalement jusqu'à ce qu'une inondation lui donne un nom. Elle leur disait ce qu'Eli lui avait dit des années plus tard, quand elle était assez grande pour comprendre. Certaines dettes ne peuvent pas être remboursées, seulement transmises. Et chaque fois qu'elle finissait, les enfants posaient la même question. L'aimais-tu? Ton papa? Plus que je n'ai de mots pour le dire, mon cœur. Plus que le papier ne peut contenir, plus que la loi ne peut nommer. Il m'a appris que les liens les plus forts ne sont pas écrits à l'encre ou scellés à la cire. Ils sont forgés dans le sacrifice, testés par le feu, prouvés par le choix, renouvelés chaque matin. La famille, ce n'est pas d'où vous venez. La famille, c'est qui vous porte.